qui est assurément en train de te demander: est-ce qu'on n'est pas tous, au fond, sur un chemin de quête d'équilibre et de mieux-être en fait? Tu t'apprêtes à écouter un épisode du double interview de Double Cosmos. Dans cet épisode, on discute entre autres avec sérieux de l'amour et dans le pré tout autant que des grandes questions du monde, mais aussi d'espoir, de rêves, d'imaginaire et de poésie sans être gnangnan. Mais attention, ça envoie du lourd. On parle aussi avec mon invité de comment chercher à mettre du sens sur des expériences qui n'en ont pas et comment réussir à devenir le chef d'orchestre de sa propre partition. De quoi voir l'existence comme un grand jeu, une scène de théâtre où la vérité se situe derrière les masques. Ces sujets sans qu'une tête t'intrigue ? Alors viens découvrir comment ils ont une résonance profonde et toute particulière dans l'histoire de mon invité. Double Cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. J'accompagne les entrepreneurs à arrêter de procrastiner sur leur bien-être grâce à l'Ayurveda, cette médecine millénaire et philosophie de vie indienne qui a transformé ma vie il y a 10 ans en partant vivre 1 an en Inde et qui m'aide au quotidien en tant qu'entrepreneuse depuis 5 ans. Entre les vidéos YouTube, 1 minute pour comprendre l'Ayurveda et ce podcast, je te partage tout ce qui peut t'aider à toi aussi être au top dans ta tête et dans ton corps et garder un équilibre entre ta vie pro et perso. Alors, prêt à booster ton bien-être ? Alors bienvenue sur le podcast Double Cosmos. Hey! Un mardi sur 2 à 18h, on se retrouve pour la double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation non pas avec un, mais 2 épisodes. Le premier, la Fast Interview, ou comment démystifier bien-être en discoupe en 10 minutes. Et le second, la Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être entre réussite, galère et conseils d'experts. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, y a rien de plus accessible. Et entre 2 interviews invités, retrouve les épisodes solo, où on décortique ensemble tout ce que l'Ayurveda a à nous apprendre pour booster notre bien-être au quotidien. Bienvenue dans cette vaste interview de Double Cosmos. Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment se rétablir une pleine santé mentale. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Eva Mazur. Elle est formatrice en santé mentale et père aidante et connaît le sujet sur le bout des doigts. Bonjour Eva. Bonjour Aurélie. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous en 2 mots, top chrono. J'ai plusieurs casquettes. Je suis chef de projet pour un site en ligne qui s'appelle L'Optimisme, qui a vocation à mettre en avant des initiatives inspirantes dans tous les domaines de la société. En fait, en gros, on parle de ce qui va bien dans le monde. Je suis également formatrice en santé mentale, père aidante et autrice d'un ouvrage qui s'appelle Aider, les clés pour apprendre à observer, écouter et accompagner. Pour commencer, une question facile. Mais c'est quoi au fait ton métier ? Alors lequel? Alors le métier de père aidant, c'est une casquette donc que j'ai parmi d'autres. C'était important pour moi de garder, d'autres casquettes identitaires, de pas me réduire uniquement à la père aidance. Donc en santé mentale, le père aidant, c'est une personne qui a vécu une expérience de trouble psychique et qui utilise son savoir expérientiel pour aider d'autres personnes qui vivent avec un trouble psychique. Donc le père aidant, en santé mentale, il peut intervenir dans différentes, situations, telles que l'hospitalisation, la réinsertion sociale, la prise en charge, ambulatoire. Puis il y a différentes modalités de pratiquer, la père aidance, dans le milieu associatif également ou de manière informelle. Moi, les plus belles expériences de père aidance, à l'origine, ça s'est fait en dehors de tout cadre. C'était les rencontres, que je faisais dans la vie. Je rencontrais une personne qui avait vécu quelque chose de similaire à ce que moi j'avais vécu. Donc voilà, le père aidant, il est formé pour accompagner les personnes qui souffrent de troubles psychiques en utilisant différentes techniques comme l'écoute active, du soutien émotionnel, il peut orienter les personnes, donner de l'information sur les ressources disponibles. Également, il peut partager son expérience personnelle de rétablissement pour aider les autres à comprendre qu'il est possible de vivre une vie épanouissante malgré la présence de troubles psychiques. Voilà comment je définirais la père aidance dans les grandes lignes. Et concrètement, ça sert à régler quel type de problème intergalactique ? En gros, De mon point de vue, la père aidance en France, c'est encore assez innovant dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. L'enjeu, c'est déjà d'améliorer la qualité des soins, de l'accompagnement, du bien-être des personnes concernées.
par un trouble psychique, le père aidant agit en complémentarité avec les autres professionnels de santé. Il peut aider les personnes à mieux comprendre leur état de santé mentale, à faire en sorte qu'elles se sentent comprises aussi dans ce qu'elles vivent, Mmh. à faire face aux symptômes de leur maladie, à trouver aussi des stratégies pour mieux vivre avec le trouble. Le père aidant peut aussi mettre en place, avec la personne concernée, un plan de rétablissement personnel, peut l'aider à se réinsérer socialement, professionnellement et à renforcer la confiance en soi et leur capacité à vivre une vie épanouissante malgré le trouble. Trop bien. Et donc là, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la question du rétablissement en santé mentale, au-delà des a priori qu'on s'en fait, et comment prendre soin de sa santé mentale et de celle des autres, c'est ça? Alors, comment prendre soin de nous? Comment prendre soin des autres? Et aussi comment accompagner une personne, qui est sur la voie du rétablissement, comme on dit, du rétablissement d'un trouble psychique. Et c'est quoi ta touch à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité, dans la stratosphère du bien-être, pour aborder ces sujets-là? Je pense que c'est un peu mon côté caméléon, comme tu l'auras compris. C'est-à-dire j'ai pas un parcours linéaire, c'est aussi lié à mon histoire personnelle, donc avec le trouble psychique, qui a provoqué des grands moments de rupture dans ma vie et je me sens curieuse. J'ai une curiosité qui m'amène à vouloir explorer en permanence de nouveaux, territoires pour améliorer notre bien-être, notre santé mentale. Moi, j'ai un outil qui m'est important, c'est celui du questionnement, qui va avec la curiosité d'ailleurs et je pense que c'est quand les choses paraissent évidentes, acquises, qu'il est intéressant de les questionner, à nouveau. Donc en fait, je suis bien plus experte en questions qu'en réponse. Trop bien. Alors on va commencer par parler de ton chemin vers la gloire, les strass, les paillettes, de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui, pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Mais avant ça, parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extraordinaire, on va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir de la première fois où on te parle de tout ça. Est-ce que ton toi du passé en a vraiment pensé? Bah, tu vois, le rétablissement, on m'en a jamais parlé, véritablement. C'est un concept que j'ai découvert, au gré des rencontres et de mes propres recherches de soins pour essayer de m'en Ouais. sortir face à ce que je traversais. L'établissement, c'est vraiment le processus de la personne, qui l'amène à un état de mieux-être, en sachant que ce processus, il a tu vois, des allers-retours, hein. C'est pas figé, il y a des rechutes possibles quand tu as un trouble psychique, ça fait partie du rétablissement. Pour moi, si tu veux, le rétablissement, c'est synonyme de chemin. On prend un chemin vers le mieux-être, vers l'équilibre. Alors c'est vrai que c'est un terme que l'on retrouve spécifiquement dans la santé mentale, mais moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas tous Mmh. sur un chemin de rétablissement quelque part? Vis-à-vis de nos traumatismes, de nos expériences passées, est-ce qu'on n'est pas tous sur un chemin de rétablissement? Est-ce que toi-même, tu ne te sens pas, même sans être diagnostiqué avec un trouble psychique, sur un chemin de rétablissement, dans ta vie? C'est-à-dire cette, quête en fait d'équilibre, de vie satisfaisante alignée avec tes valeurs, hein. Ça, c'est ma vision à moi. C'est vrai que le rétablissement, c'est un Ouais. terme que l'on retrouve beaucoup en psychiatrie et qui désigne ce processus pour des personnes, qui sont concernées par le trouble psychique. Mais très souvent, entre collègues, on se dit: Mmh. «Mais finalement, est-ce que ça concerne pas tout le monde?» C'est ma vision du rétablissement et peut-être que d'autres personnes ne seront pas d'accord avec ce que je dis et c'est OK. Enfin, de mon point de vue à moi, le rétablissement devrait même sortir du champ de la santé mentale et des troubles psychiques pour faire comprendre, en fait, à chaque être humain qu'on est tous dans ce processus-là et dans cette quête d'équilibre et de mieux-être. Et dans mon histoire personnelle, quand j'ai vécu ce que la psychiatrie appelle, Mmh. une décompensation, donc de nature, psychotique dans mon cas, c'est-à-dire vraiment une rupture de l'équilibre psychique avec, perte de contact avec la réalité. Tout ce que, le psychiatre de l'époque a su me dire, c'est que là, c'était grave, que j'allais devoir prendre des médicaments toute ma vie et surtout, me faire suivre le restant de mes jours. Et j'avais 25-26 ans à l'époque et quand on m'a annoncé ça sans aucune autre explication, de façon assez, péremptoire, tu vois? Et fataliste, ça laisse pas beaucoup de place à l'optimisme, et à l'espoir, ni aux ressources, ni à la résilience, de l'être humain. Et donc il y a eu toute une période dans ma vie où j'ai complètement fui ce système de soins, en quête d'autres discours, d'autres visions, du trouble psychique et de ce que je vivais. Et c'est vraiment après un long parcours que je me suis aperçue qu'il y avait une autre façon peut-être d'appréhender le soin en santé mentale, le soin en psychiatrie, qu'une approche purement, médicale, fataliste, et paternaliste. Et parler de rétablissement, c'est pas uniquement, à mes yeux, une façon de donner de l'espoir, c'est aussi une manière de s'interroger sur comment
je regarde l'autre, est-ce que je peux le voir au-delà de sa souffrance? Qu'est-ce que ça m'apprend de moi-même? C'est super beau ce que tu nous racontes, je trouve. Et je voulais, Eva, te remercier d'avoir fait ce choix de partager tout ça avec nous aujourd'hui. C'est la première fois, hein, Aurélie, que j'en parle publiquement sur un podcast, hein. C'est la toute première fois. Je n'en ai jamais parlé publiquement. Oui, encore, merci davantage pour ta confiance, vraiment. C'est beau ces histoires de vie que l'on échange ici. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, ton histoire? Toi, Eva, à quoi tu ressemblais avant d'intégrer ce parcours de rétablissement dans ta vie et avant de trouver les solutions pour y arriver? Ouais, ouais. Alors, bon, déjà, le rétablissement, pour moi, c'est pas «une solution» entre guillemets, hein. C'est vraiment un processus qui est propre, à chaque individu, à travers lequel on apprend, de son trouble psychique, de sa souffrance. On apprend à se connaître, on apprend à vivre, à compagnonner, avec son trouble pour mener une vie qui nous convient. C'est vrai que moi, dans mon parcours, je suis tombée, malade très, très brutalement, hein, à l'âge de 26 ans Mmh. et ça a été un choc, pour moi, pour mon entourage, qui a été traumatisé également. Par contre, je me suis toujours attachée à l'idée d'être en mouvement, d'être en action, ce qui peut être très, très compliqué quand on est dans les abîmes et dans mon parcours, j'ai fait différentes choses et j'ai toujours trouvé des jobs qui me, permettaient finalement de me faire du bien à moi-même, si je peux l'exprimer ainsi. D'ailleurs, moi, je suis criminologue, en fait, de formation parce que, la question qui m'animait quand j'avais 20 ans, c'était, d'où vient la souffrance, en fait? D'où vient la souffrance sur cette terre? Il y avait quelque chose que j'arrivais pas à comprendre, que j'arrivais pas à saisir. Bon, alors mes études n'ont absolument pas répondu, à cette question, hein. Et donc après ces études-là, je suis allée travailler avec les femmes victimes de violences domestiques en Angleterre. C'était en 2014 et donc j'étais dans un contexte, où, je ne parlais pas correctement la langue. Moi, je parlais très, très peu anglais, où, j'entendais des histoires très douloureuses à travers le parcours des femmes. J'étais très seule, très isolée, Mmh. en Angleterre et donc j'ai cumulé beaucoup, beaucoup de facteurs de stress qui ont fait, je pense à un moment donné que, mon psychisme n'a pas tenu face à tout ce que cette expérience pouvait engendrer à l'intérieur de moi. Pour autant, c'est pas pour ça que j'ai abandonné l'idée de vouloir mieux me comprendre, aider et accompagner les autres. Un peu plus tard dans ma vie, j'ai découvert effectivement la sophrologie qui m'a beaucoup aidée à mieux comprendre les phénomènes qui me traversaient. Moi, personnellement, mais on est tous différents, il faut trouver ses propres outils. Donc, tu vois, tout à l'heure, j'ai évoqué une décompensation de nature psychotique, ce qui induit que j'ai vécu des hallucinations de type auditif, de type visuel, et ce qui amène beaucoup, beaucoup de souffrance. La sophrologie, ça m'a permis quelque part d'utiliser mon imaginaire pour entrer en dialogue avec ces symptômes-là. Mmh. Donc je me suis formée par la suite, moi-même à la sophrologie et j'ai rejoint, comme je te disais, l'optimisme et l'optimisme, je pense que c'est pas un hasard, c'est qu'à un moment donné, la psychiatrie ne répondait pas du tout à mon besoin. On avait, 2 langages complètement, différents et surtout j'ai souffert d'un discours très fataliste et du manque d'espoir et d'optimisme qu'on a porté sur mon parcours et sur ma trajectoire. Et donc quand l'optimisme, est venu, sur mon chemin, pour moi, ça me paraissait une évidence que, on ne met pas assez en lumière ce qui continue à fonctionner malgré le chaos apparent que peut faire, jaillir un trouble psychique quand ça nous frappe de manière, aussi brutale. Et j'aurais aimé alors dans mon parcours qu'on continue à me parler de mes désirs, de mes rêves, de mes projets et ça, je l'ai pas rencontré malheureusement dans le corps médical. Alors heureusement, ça c'était il y a une dizaine d'années et qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Je sais que je suis pas un cas isolé et malheureusement, mes premières expériences au contact des professionnels de santé n'ont pas été des expériences très heureuses. Par la suite, j'ai rencontré d'autres professionnels qui ont porté d'autres regards sur la maladie, sur les symptômes, qui m'ont énormément aidée. Si je comprends bien, rejoindre professionnellement le média L'Optimisme t'a aidé aussi dans ton parcours personnel à vivre cette période de souffrance et rebondir pour avoir davantage un regard optimiste. Ce qui n'est pas le plus simple par nature à ce moment-là, du coup. Ah non, effectivement. Je suis pas de nature optimiste. Par contre, ce que j'ai appris à travers mon travail à l'optimisme, c'est que c'était quelque chose qui pouvait se cultiver, qui pouvait aussi nous transformer. Et je te dis pas que je suis optimiste, tous les jours, loin de là. Mais quand j'ai rejoint ce projet, donc en tant que rédactrice, que chef de projet, où on a créé aussi des événements autour du bien-être, autour du développement personnel, mais c'était très thérapeutique pour moi-même. Et je me suis dit: «Voilà, c'est ce qui m'a manqué». C'est un petit peu comme, les avocats qui décident de faire cette profession-là parce qu'ils ont
ont peur de parler en public. Mmh. Tu vois? C'est un peu pour se soigner, c'est un peu thérapeutique, pour eux. Bon, bah, moi, ça a été un peu le cas par rapport à mon travail à l'optimisme et aujourd'hui, ben, pareillement, en tant que père aidante, c'est quand même cette idée d'accompagner cet autre en souffrance à partir de l'endroit de notre propre souffrance, de ce qu'on en a compris, de ce qu'on a appris pour pouvoir transmettre quelques bribes de ce cheminement. Trop bien. C'est quoi le petit truc ou le grand moment de ton existence où le rétablissement s'est vraiment imposé à toi? Il y a eu tellement de grands moments, mais il y a eu cette prise de conscience de faire finalement de ce trouble psychique, de ces bouleversements psychologiques, un objet de curiosité et j'ai fini par me mettre, si tu veux, en observatrice de ce qui venait, à moi et de m'ouvrir à bien d'autres regards que le seul regard médical et psychiatrique. Parce que ce que, j'ai cherché à faire, c'est bien sûr mettre du sens sur des expériences qui n'en ont pas, en fait, et Ouais. où la compréhension nous manque et donc là, je suis partie vraiment en quête d'autres personnes qui, pouvaient m'apporter cet autre regard. Et donc je suis allée questionner, tellement de champs, différents. Je suis allée parler, à des chamans, je suis allée parler à des bouddhistes, à des praticiens, en leur demandant: «Mais vous, en fait, là, ce que je vis à travers ces hallucinations», hein, donc moi, c'était un thème mystique qui est très classique, en psychiatrie. «Là, ce que je vis, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je suis, la folle qu'on me dit que je suis? Ou est-ce qu'il y a d'autres regards, d'autres portes d'entrée pour appréhender ces phénomènes humains?» C'est super intéressant. À mes yeux, ton parcours est vraiment hyper enrichissant parce que c'est pas commun de prendre cette prise de recul sur ce que tu vivais de bouleversant à ce moment précis. C'est peut-être aussi ton parcours personnel et professionnel qui t'a aidé à prendre cette position. Complètement. Et si tu veux, avant de prendre conscience que les crises que je traversais étaient en quelque sorte, tu vois, des Ouais. appels au rétablissement, et ben, ça a été l'isolement le plus total, ça a été, le repli sur soi, le sentiment d'être fou, de n'avoir rien à faire en fait sur cette terre et je pense, je le réalise de plus en plus que je me suis beaucoup auto-stigmatisée par le passé et complètement auto-censurée sur ce que je vivais. C'est-à-dire j'avais complètement internalisé certains stéréotypes de la société sur la folie et sur la maladie mentale, au point de n'avoir pas d'autre choix que de me couper des autres à un moment donné. Et dans un processus de rétablissement, pour moi, c'est tout l'inverse, c'est réapprendre à être en lien avec soi et avec les autres. Et il y a une phrase de Jung qui m'a accompagnée au sujet des crises que j'ai pu traverser. Il dit les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Et c'est un peu ça, en fait, si je devais résumer mon expérience vis-à-vis du trouble psychique, c'est ça a été un appel vers le rétablissement, un appel pour faire les choses différemment, un appel pour revoir mes croyances et mes représentations de la vie. Mais c'est très, très, très compliqué parce que ça, quand tu es dans un état de détresse immense et que par définition, le trouble psychotique, c'est ce qui te coupe complètement avec l'autre et avec la réalité, accéder à cette curiosité-là en se disant, mais tiens, je vais regarder ces hallucinations comme des objets d'expérimentation, finalement, plutôt que d'être dans le rejet de ce que je traverse en permanence, c'est pas facile. Et ça vient pas du jour au lendemain, tu vois. Mais tu vois, enfin, j'ai quand même cette croyance qui me porte, qui est que la vie, elle ne nous laisse jamais tomber, qui que l'on soit, en fait, même dans le plus grand désespoir. Même quand tout semble figé, quand tout semble foutu, insoluble. Pour te donner une métaphore, puisqu'on parle du trouble psychique, du moins tel que j'ai pu le vivre et que je le vis encore, c'est comme une partition de musique qui a perdu son chef d'orchestre. Et pour se rétablir, il faut réapprendre à jouer sa propre partition de musique, retrouver son chef d'orchestre, que l'on est soi-même en fait. On est le chef d'orchestre de sa partition. Et pour être dans une démarche davantage bienveillante et déstigmatiser les troubles de santé mentale, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Je pense qu'une piste, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter attentivement ce qu'elles sont et comment elles se décrivent elles-mêmes. Comment elles décrivent leurs symptômes, comment elles décrivent ce qu'elles traversent, de voir qu'il y a des réalités très plurielles. Moi, c'est qu'une expérience parmi d'autres. Et je pense que la stigmatisation vient de la peur. On a peur de l'inconnu. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ces mots de schizophrénie, de psychose, de tout ça. Et plus on va à la rencontre de l'autre et on essaye de l'écouter sans juger, moins on a peur en fait
de cet autre qui nous semble si Ouais. étranger. C'est la folie c'est l'autre, la folie c'est celui qu'on ne peut pas comprendre. Moi, ça a été fondamental d'aller écouter d'autres versions, d'autres discours, et chacun avait ses mots propres pour définir ce vécu. C'est extrêmement compliqué avec le langage de traduire cette expérience-là. Extrêmement compliqué. Pour moi, il y a qu'une seule voie possible pour exprimer ces états psychologiques extrêmes, c'est l'art. C'est l'art et c'est la création. Toute forme d'art, que ça soit l'écriture, que ça soit le chant, que ça soit le théâtre ou le dessin ou la peinture. J'ai essayé tellement de choses pour extérioriser, exorciser ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est très important et ça l'est encore aujourd'hui pour continuer ce chemin vers l'équilibre. Est-ce que tu veux nous en partager un peu plus sur ce qui s'est passé, justement à l'intérieur de toi? Mais si tu veux, après ma première décompensation en 2014, pour le dire simplement, on dit que la décompensation, c'est une rupture de Mmh. l'équilibre psychique. Pour moi, ça a été, l'entrée donc dans ce que la psychiatrie appelle la psychose, c'est-à-dire la perte de contact avec la réalité. Et il y a différents thèmes, de psychose, et ça peut avoir des thèmes de grandeur, des idées délirantes, autour de la paranoïa, et moi, ça a toujours été thème mystique, parce que j'ai pas fait qu'une seule crise psychique, c'est un thème mystique. Et donc il va falloir que j'apprenne à vivre avec ça quand j'ai ces manifestations-là. Et donc quand j'étais au paroxysme, si tu veux, de la crise, il y avait comme un voile entre moi et la réalité et une incommunicabilité avec le monde extérieur. Et comme si j'étais au fond d'une piscine, tu vois? Et que, il y avait, le monde des vivants qui avait la tête hors de l'eau et moi j'étais au fond de la piscine et j'étais incapable en fait de leur faire signe et de leur expliquer ce que je vivais et ce que je traversais. Et c'est très douloureux parce que là du coup, ben, on peut formuler Mmh. des demandes d'aide, mais comme on parle pas le même langage, bah, la réponse va être inappropriée à mon langage quoi, tu vois? Si tu veux, ce que je vivais, c'était tellement fort et donc comme c'était sur un thème mystique, moi je savais pas que la psychiatrie appelait ça une maladie psychique ou appelait ça un trouble psychique. Et puis de toute façon, Ouais. je n'arrivais pas à reconnaître que c'était un trouble psychique. C'était pas possible, tu vois? Et donc, ben, moi j'avais le sentiment ou la sensation d'explorer des dimensions de moi-même, très profondes, très lointaines, très archaïques de l'être humain et quand on m'opposait: «Mais non, c'est une maladie», je pouvais pas y croire, en fait, parce que ce que je vivais, c'était réel à l'intérieur de moi. C'est plus que réel, tu vois? Et ça l'est toujours aujourd'hui. Mmh. Et il y a eu un déclic à ce moment-là? Je suis pas sûre qu'il y ait eu un déclic pour devenir père aidante, parce que la père aidance, elle est venue naturellement à moi, fait partie du chemin. Elle a été vitale, parce que c'est grâce à des pères que j'ai pu aussi me sortir du sentiment d'être folle, de la solitude. Disons qu'au démarrage, moi, ma question de base, c'était pas qui va Mmh. me soigner, parce que comme je te disais, j'avais pas conscience, de toute façon, qu'il y avait des mots de maladie pour ça. Moi, ma question, c'était: «Est-ce qu'il y a un être humain sur cette terre qui est en train de vivre la même chose que moi? Et comment il fait pour s'en sortir et pour survivre?» Et il est où cet autre être humain parce que j'ai besoin de lui parler. Mmh. J'ai besoin de sa vision. Et donc disons que la pérédance fait partie de mon quotidien depuis des années, cette entraide entre personnes. Alors aujourd'hui, je suis père aidante, salariée parce que je pense qu'il y a eu les bonnes personnes au bon moment, sans que je le provoque d'ailleurs spécialement. Donc ça a été un peu une évidence. Je me suis sentie d'aller dans cette voie-là parce que j'y trouve du sens en fait. Mmh. Bon, et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussites, sans filtre? C'est le moment où on décortique les conseils que tu t'appliques toi, en tant qu'expert bien-être, au quotidien, histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui faisait pas partie de ton quotidien et que t'as mis en place? Renouer avec la poésie et ne plus avoir honte d'aimer la poésie. Je travaille encore, à assumer cette dimension de moi-même, parce qu'on a quand même tout un tas de croyances limitantes qui nous pourrissent la vie et j'en avais quelques-unes, en fait, sur la poésie. C'est complètement stupide, mais si tu veux, je me sentais pas légitime à dire que j'aimais la poésie parce que j'avais l'impression de renvoyer l'image de la fille, un peu gnangnan et ça date clairement de l'enfance et de l'adolescence et des remarques que j'ai pu, avoir et là, j'ai envie de dire: «Mais au fond, pourquoi? Quel est le problème?» Ouais. Et aujourd'hui, je pense tout l'inverse, tu vois? Je pense que ce sont ceux qui manquent de poésie qui sont les plus mal lotis de ce monde. Parce que moi, sans poésie, je serais peut-être pas en vie aujourd'hui. Donc voilà, lire de la poésie, en réciter, ben, ça Hum. m'apaise. Qu'est-ce que ça a changé tout ça, concrètement dans ta vie? Les incontournables, quoi. Je prends mieux soin des relations que j'ai, de toutes les personnes qui sont autour de moi, de ceux qui m'ont jamais lâchée, en privilégiant la qualité des moments et pas la quantité. Je me rends compte qu'il y avait des émotions qui étaient très envahissantes quand j'avais 20 ans. J'étais en colère contre le monde, contre le système, contre la société, contre la religion et donc contre moi-même au Ouais. final.
Et ça, c'est une émotion que j'ai réussi à dissiper peu à peu. Tu vois, je pense que la révolte ou les envolées contestataires sont pas les plus à même de nous pacifier. Ce qui veut pas dire qu'on doit se soumettre, hein, bien au contraire, on doit pointer du doigt ce qui dysfonctionne, ce qui est injuste, mais on peut le faire autrement. On peut le faire avec douceur, on peut le faire en cherchant la voie du milieu, comme diraient les bouddhistes. Et concrètement, ben, je suis animée par la foi dans ce que je fais. Alors pareil, la foi, c'est un mouvement, c'est pas tout le temps, c'est pas constant. Tu vois, il y a des va-et-vient dans cette foi. Et il y a des jours où je la sens loin de moi. Mhm. Mais c'est pas une foi religieuse, tu vois, dont je te parle. Pas du tout. C'est une foi qui me surprend quand je me dis que le changement et l'évolution en tout être humain et en toute Mhm. organisation est possible. Voilà, cette foi qui me rattache à cette croyance hein, que effectivement rien n'arrive par hasard et qu'on peut tous semer des petites graines d'amour, de joie et d'espoir. Et la grande question, enfin, c'est quelles graines j'ai envie de planter aujourd'hui. Et sinon, une journée ordinaire dans ta life, avec tout ça, grosso modo, ça donne quoi? Alors, la première chose que je dirais, c'est que j'essaye de m'entourer au maximum de gens qui me veulent du bien et qui me poussent vers le haut. Des gens qui sont contents pour moi, qui sont contents quand il y a des choses bien qui m'arrivent et qui savent aussi s'enthousiasmer. Mhm. J'ai de moins en moins le temps et l'espace pour des personnes qui aiment prendre le pouvoir sur les autres, qui sont dans la revendication permanente ou dans le conflit perpétuel, ou qui cherchent à avoir raison. Par contre, ça m'amuse d'observer. Tu vois, j'observe ces fonctionnements humains, je dis rien, j'observe. Il y a une autre chose que j'ai mis en place, ça se situe au niveau du langage et c'est lié au sujet du rétablissement dont le but c'est pas de combattre le trouble psychique mais c'est de vivre avec. Ce que je fais c'est que j'essaye d'être attentive dans les mots que j'utilise, particulièrement quand j'utilise un langage guerrier. Mhm. Par exemple, tu sais quand on dit je dois combattre cet état ou ces émotions ou bien je suis en lutte contre moi-même ou je dois vaincre la maladie, je dois me bagarrer pour aller mieux, je dois résister. Et je trouve que ce vocabulaire guerrier, il est assez fréquent dans la santé mentale, tu vois, dans les campagnes de prévention. Encore cette semaine, j'ai reçu un communiqué de presse sur l'autisme et c'était écrit vaincre l'autisme, Mhm. tu vois, combattre le fléau des troubles psychiques ou lutter contre la stigmatisation. C'est pas le chemin que j'ai choisi de prendre. Je suis plutôt tournée vers l'acceptation du monde tel qu'il existe dans ses clivages, et tourner vers l'acceptation de mes états intérieurs qui sont forcément ambivalents et fluctuants. On a souvent une mauvaise compréhension de ce que c'est que l'acceptation en la confondant avec la résignation. Pour moi, l'acceptation, c'est une posture qui est très active, qui est très thérapeutique, parce qu'elle est très douce en fait. Et tu vois, on vit quand même dans une société qui, à mon sens, est très bipolarisée dans ses opinions, surtout à l'ère des réseaux Mhm. sociaux, où il y a presque une injonction à devoir se positionner en permanence sur les sujets. Moi, je souffre beaucoup du réel actuel dans le sens où souvent, j'ai pas d'avis sur les grandes questions du monde et encore moins de solutions, tu vois, à apporter. Et je me sens oppressée quand je dois donner un avis. Et là, tu vois, tu as le cerveau qui te dit, tu dois absolument dire quelque chose parce que c'est important que tu t'exprimes, parce que sinon tu vas paraître bête. Et on est conditionné comme ça à devoir s'exprimer, à devoir parler en permanence, mais ne pas s'exprimer sur les choses, vouloir les observer, vouloir être en silence, c'est aussi une façon de s'exprimer. C'est quoi ta routine, bien-être miracle, ton petit rituel d'apaisement, de temps juste pour toi? J'ai 2 rituels. Le premier, c'est la création d'un espace intérieur qui est simplement une visualisation. Tu vois, une image intérieure que j'ai érigée en refuge et c'est un arbre. Donc mon rituel, c'est de faire venir à moi cette image quand je me sens déstabilisée par les événements. Ça peut aussi s'assimiler à une technique d'ancrage et ça fait 10 ans que j'ai ce refuge intérieur que j'ai transformé d'ailleurs au fil des années. Et le deuxième rituel que j'ai, c'est quand je me balade dans le marais à côté de chez moi. Systématiquement, je m'arrête devant une fleur pour la contempler pendant quelques minutes. Tu vois, je la Ouais. touche, je la sens, je compte ses pétales. Et c'est des choses que je fais quand je me balade toute seule, parce que sinon ça paraît trop étrange d'un point de vue extérieur. D'ailleurs, un jour, il y a un petit garçon, une fois, qui, dans sa naïveté d'enfant, me voyant plantée devant un arbre, demande à sa maman, mais en fait, elle fait quoi la dame? Et sa maman, elle lui dit, comme une évidence, ben, elle regarde la fleur. Et elle avait raison en soi, en fait. Toute la question étant, quelle est la qualité, en fait, de ce regard? Parce que quand on contemple une fleur, le jugement se suspend. On peut pas juger la fleur. Et pour moi, l'enjeu des sociétés modernes, il est peut-être Ouais. là. À quoi ressemblerait le monde si nous regardions l'autre comme nous regardons la fleur? Et je pense que c'est tout le travail à faire, il me semble, quand dans le champ de la santé mentale, tu sais, on parle de stigmatisation. Est-ce que j'arrive à regarder celui qui souffre d'un trouble psychique comme je regarde la fleur? Du côté des personnes concernées aussi, comment je peux faire pour me regarder moi-même comme je regarderais une fleur dans un Mhm. champ?
Bon, ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité, des moments un peu plus laborieux, les petites galères quoi, sans filtre et sans jugement évidemment. Simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les jours avec et les jours sans, bah c'est normal en fait. Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret inavoué, qui fait que t'es bien terrien et humain avant tout. Allez, à vous. C'est compliqué. Mais je pense que déjà se présenter en tant que personne qui a vécu d'un trouble psychique, c'est déjà un secret assez difficile à énoncer, hein. Et puis quelque part, c'est parce que, j'en avais aussi marre de cacher ce que j'étais, que j'en parle plus facilement aujourd'hui. Parce qu'en s'autorisant soi, on autorise aussi les autres à le faire. Et qu'est-ce qui t'a pourri la vie le plus, toi au final, et que t'as réussi à changer, dont tu t'es débarrassé? Qu'est-ce qui m'a plus pourri la vie? L'impatience. L'impatience, c'est-à-dire j'y travaille encore, tu vois? Travailler mon impatience, c'est réfléchir au temps, à ce qu'on fait de notre temps et comment on vit le temps. Et ça, il y a des lieux formidables pour travailler son impatience. Ça s'appelle les transports en commun ou la file d'attente à la poste, tu vois? Prendre le métro, ligne 13, un vendredi soir à 17h30 quand tu es pressé de rentrer chez toi et que le métro, il s'arrête parce qu'il y a un problème technique, c'est des occasions quand même uniques du quotidien pour travailler son impatience. Mais tu vois, non, mais en plus, je te dis ça, c'est très sérieux en fait. C'est comment je me sens dans ces moments-là et comment je peux faire pour me sentir autrement, sachant que j'ai pas le pouvoir de faire redémarrer le métro et que je sais pas Ouais. combien de temps il va être arrêté. Et tu vois, il y a un moine bouddhiste qui nous a dit un jour, j'aime bien cette phrase, elle me guide encore. Si je peux changer la situation, pourquoi m'énerver? Si je ne peux pas changer la situation, pourquoi m'énerver? Mhm. Alors, je me suis pas débarrassée de l'impatience, j'y travaille, hein, quand je suis dans ces situations où je dois attendre. Trop bien. C'est quoi le conseil que tu donnerais à ton toi du passé, des années-lumière en avance, le scoop arrivé tout droit du futur quoi? Je me dirais: «Fais confiance. Tout ceci n'est qu'un grand jeu, une vaste plaisanterie, l'occasion d'expérimenter». Je me dirais: «Prends conscience que l'existence, c'est une scène de théâtre où chacun est en train de jouer des rôles successifs et la plus grande blague de la vie, c'est quand même quand tu crois que le rôle que tu joues, c'est la réalité». Donc je me conseillerais: choisis bien ton décor, choisis les personnages avec qui tu veux jouer, joue tous les rôles que tu veux, mais ne t'identifie jamais à ces personnages parce que la vérité, elle est derrière les masques. C'est quoi ton petit réconfort ou ta petite pause à toi qui passe crème quand vraiment, vraiment, c'est la pagaille? J'ai pas la télé chez moi et j'évite de manger de la viande, mais il y a des fois je craque. Les vendredis soirs, tu vois, quand je débarque, à Paris, que je vais chez mon meilleur ami, je lui dis: «Mets-moi l'amour est dans le pré, c'est une urgence vitale, commande-moi des boulettes de viande» et ça fait du bien, voilà et c'est sans culpabilité et c'est OK aussi. Canon! Et avec tout ça, tout ce que t'as vécu, quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde de faire les mêmes erreurs? Ne pas attendre de perdre sa santé mentale avant d'en prendre soin. C'est Ouais. vraiment la leçon de vie que j'ai appris, à travers mon expérience, c'est que j'ai attendu trop longtemps avant, de m'intéresser à qui j'étais. J'ai laissé, le mal-être s'installer toute mon adolescence jusqu'à la Mmh. cassure et voilà, donc si j'avais un message à faire passer, ne pas attendre d'aller vers ce chemin, d'aller vers cette connaissance de soi. Trop bien. Hélas, voici la dernière question, un peu tradie, hein, pour finir ce podcast. Attention, roulement de tambour, quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour changer le monde? Bah, tu vois, j'ai écrit, un livre pour essayer de transmettre quelques bases sur comment aider un proche en souffrance psychique et il y a une amie, une lectrice, qui nous a dit, bah, finalement, c'est pas comment aider, mais c'est comment aimer. Donc voilà, donc si j'avais un message à faire passer, c'est de s'interroger sur, regardons au quotidien, dans nos interactions, comment nous nous aimons les uns les autres. Hmm. Alors une dernière petite chose avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent te contacter ou retrouver tout ton travail? Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Oui, ben, ils peuvent me contacter sur LinkedIn ou via, le site, l'optimisme.com. Ils peuvent aussi acheter le livre sur, l'optimisme.shop ou bien dans toutes les librairies. Le titre du livre, c'est, «Aider, les clés pour apprendre à observer, écouter, accompagner». Trop trop bien. Merci beaucoup Eva. Merci pour ta confiance. C'est moi qui te remercie, on a mis 2 heures à l'enregistrer ce podcast. Et merci à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous ici cette magnifique success story ordinaire. C'est gentil. C'est la première fois que, j'en parle publiquement.
Je te remercie. Hey! L'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé cet épisode, dis-le moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément. Et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Tu viens d'écouter la version vaste du double interview Fast and Vast avec ce nouvel épisode de Success Story ordinaire d'Expert Bien-être. Si tu ne l'as pas vu, tu peux aussi retrouver le Fast Interview, l'autre partie de la discussion avec mon invité du jour, dans l'épisode précédent en vidéo sur la chaîne YouTube Double Cosmos. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en 1 minute si le sujet t'intéresse. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités experts bien-être.